Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 8 février 2022. Aujourd'hui, on parle Bitcoin comme d'habitude, pardon. On parlera d'Ethereum également et on parlera de EGLD, hein. Je vous avais dit que je le ferais hier, je vous ai dit que je le ferais aujourd'hui. Je le fais aujourd'hui EGLD qui retrouve des couleurs et qui surtout devient assez intéressant techniquement. Je vous dirai un petit peu mon point de vue et les stratégies pardon, qui pourraient être envisagées, etc., etc. Alors, Bitcoin, du coup, qui poursuit son rallye haussier. On est proche de venir chercher le premier arrêt. Au niveau des 46 600 dollars, c'est un petit peu l'objectif dans un premier temps. Donc là, pour l'instant, le momentum reste complètement haussier ici en daily. Il n'y a aucun problème. Quand on diminue l'unité de temps, on est venu chercher les liquidités qui attendaient au-dessus des sommets précédents. Ça, c'était aussi un objectif qu'on devait faire tout simplement. Donc chasser justement les stops des précédents sommets, chose qui a été faite. Maintenant, admettons, si sur du court terme, on voit ici des M qui commencent à se reformer, ça c'est pas bon signe. Ça voudrait dire qu'on débute un retracement et à ce moment-là, un retour par exemple ligne de coup à 39 000 dollars environ serait pas impossible. Ok. Ça veut dire qu'en gros, on est venu sortir les vendeurs dans un premier temps, on réintègre, on liquide un petit peu d'acheteurs, on vient chasser sous ces creux, et là, techniquement, quelque chose comme ça, et on poursuit la dynamique haussière. Maintenant, est-ce qu'on est dans ce scénario aussi pour l'instant? Non, loin de là, le momentum est très haussier. Les acheteurs ont vraiment le contrôle du mouvement. Il faut regarder le momentum court terme. Si une divergence baissière se confirme, ça nous traduira dans un premier temps un marché qui va ranger. Donc simplement, on aura probablement un petit dip proche des EMA ici, je pense, 43 000. Allez, on va dire dans les 2005, 43 000. Et un range pour consolider, pour, je pense, probablement un mouvement de continuation parce que vraiment le momentum est très acheteur ici. Et surtout, on le voit au niveau de l'order flow. Mais bon, les gars sont assez rancuniers, hein. Le prix monte, les funding chutent. On a des spreads négatifs. Bon, juste ici, là, on a liquidé pas mal de shorts. Là. Sur ce mouvement aussi, je vais vous montrer ça. Je vais diminuer l'unité de temps. Je pense que ça se verra mieux, 30 minutes. Alors, ici, le prix, quand on est venu au-dessus des sommets, ce qui est totalement normal, l'open interest a bien chuté. On a beaucoup de shorts qui ont été fermés, qui ont été liquidés. Et également, du coup, les ratios ont chuté, hein, vu que beaucoup de shorts ont été clôturés. Donc là, on a un ratio long au-dessus du ratio short sur Binance et de même sur Bybit. Donc, je me dis que voilà, un petit peu de consolidation. Bon, là, c'est ce qu'on fait, hein. On est venu chercher pas mal de shorts. Là, on est en train de liquider pas mal d'acheteurs. Du coup, l'open interest continue de chuter. On a des liquidations acheteuses ici. Donc voilà, on est venu chasser les shorts. On dégage un petit peu ceux qui sont rentrés un petit peu trop agressivement sur le mouvement haussier. Donc c'est pour ça que je me dis que si la divergence se forme, il ne faudrait pas s'être étonné d'un petit dip, un petit peu de consolidation pour une continuation haussière. En revanche, et je dis pas l'avenir, bien évidemment, mais si on n'a pas de continuation haussière, comme j'ai dit en début de brief, hein, si on voit des M s'instaurer ici depuis qu'on est venu chercher les sommets, donc là à ce moment-là, ça annoncerait un retracement un petit peu plus important. Et donc on verra ça à ce moment-là. Pour l'instant, on n'a pas ça, et si ça arrive, ce sera peut-être demain ou après-demain, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc le mouvement reste haussier pour l'instant. Est-ce que c'est le moment de dire oui, c'est la fin du mouvement haussier parce qu'on a une petite bougie rouge ici? Pour l'instant, non. Rappelez-vous toujours l'objectif premier arrêt, hein, c'est environ les 46 500 dollars ici sur Coinbase, 46 700 dollars. Donc tant qu'on n'est pas venu chercher ça, on ne sera pas fixé. Également, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que tant que le premier arrêt ne cède pas, on est techniquement dans un bull trap, c'est-à-dire un dead cat band. C'est ça le rôle du premier arrêt, hein. C'est pour ça qu'il faut le travailler, il faut le casser. Vu les longs spreads négatifs qu'on a eu, je vais essayer de vous montrer ça ici. Où est-ce que je l'ai? Ici. Vu la longue phase de spread négatif, hein, qu'on a eu depuis très 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 longtemps, je pense qu'il y a clairement du jus pour liquider du short. Il y en a vraiment beaucoup même. C'est rare qu'on garde une période de spread négative aussi longtemps sans liquider bien comme il faut. On n'a pas liquidé énormément, les spreads sont encore négatifs. On voit généralement qu'un top du BTC, bon, à part quand c'est très euphorique, hein, mais généralement la moyenne de spread positif, c'est plutôt vers les 5-6 dollars, entre 4 et 6 dollars. C'est dans cette zone. Donc là, on peut voir que pour l'instant, dans cette dynamique haussière, on est encore en spread négatif à moins de 44 dollars. Donc il y a du chemin avant de se retrouver dans ces zones-là ou de spreads, hein. Donc ce qui veut dire que pour moi, non, le top n'est pas présent ici. Je peux me tromper, mais franchement, au niveau des spreads, etc., difficile de dire oui, on a un top ici, sachant qu'on vient de changer de dynamique, les momentum sont redevenus bullish, etc., etc. Et également, ce que je voulais ajouter, c'est que oui, les momentum restent haussiers. Et surtout en termes de sentiments, j'ai pas l'impression de voir encore une euphorie ici sur ce marché. Les gens sont encore très réticents. Je pense que les gens qui ont vendu le bottom n'ont pas encore racheté, donc il faudrait les faire racheter plus haut. Donc voilà, il y a encore de la marge, je pense, il y a clairement encore de la marge pour monter plus haut. Est-ce qu'il y aura de la marge pour faire un nouvel ATH? Peut-être pas.
Si on regarde la charte en échelle, sur une échelle beaucoup plus élevée, donc là ici une échelle 2 semaines, on voit simplement qu'on est venu dans le bas du range. Si c'est un range, et pour l'instant c'est le cas, hein, c'est un range, bah dans un range on achète le bas, on essaye de revendre le haut. Donc ici, juste si on suit cette logique, un retour dans le haut du range vers les 57 000 est assez réaliste. Pas demain, ni la semaine prochaine, mais peut-être au cours du printemps. Sachant que la saisonnalité crypto est plutôt favorable avec généralement des dips en hiver et des beaux rallyes au printemps. Donc on sait que jusqu'à avril-mai, on pourrait être tranquille. Maintenant, et là j'ai fini pour le Bitcoin, il y a toujours la menace, bien évidemment, du marché américain. Le marché américain, il est pas très joli pour l'instant, dans le sens où bah, le Nasdaq, il n'arrive pas à s'installer de l'autre côté de la trendline, ça c'est pas très bon signe. Il faudrait vraiment réussir à instaurer des structures pour repartir au nord, pour l'instant on n'y arrive pas. Et si jamais le marché américain redévisse, bon bah ça pourrait redéclencher des pressions baissières sur le marché crypto, donc là c'est vraiment à voir. Et on a aussi le S&P 500 qui suit le scénario baissier pour l'instant. Donc il n'a pas validé complètement le scénario baissier, hein, c'est à voir s'il le validera. Mais pour l'instant on n'arrive pas à casser la trendline. Donc rappelez-vous, il y a deux scénarios, soit on longe, on continue de faire des M et on réattaque les bottoms, ça cède et à ce moment-là, ça ouvre les portes à un mouvement baissier beaucoup plus important. Et ça c'est vraiment pas bon signe pour les cryptos, ça va instaurer en fait un flux baissier sur les assets à risque. Et les crypto-monnaies sont des assets à risque, c'est-à-dire que je dis pas que le Bitcoin est très risqué à investir dedans, c'est pas ça le terme. Souvent les débutants comprennent ça, ou les gens qui n'ont pas la notion. Un risk-on, c'est clairement comme une action, un indice. En gros, voilà, demain j'investis dans Apple, admettons. Pourquoi c'est un asset à risque? Parce que ça dépend des chiffres de l'entreprise. Demain, il se peut qu'il y ait un scandale autour de l'entreprise, je sais pas moi, Apple je sais pas moi, qui a détourné des milliards et des milliards, qui a financé le terrorisme, etc., ce serait vraiment un bad buzz, une bad news. Et donc là, oui, c'est ce qui fait que c'est assez à risque. Qu'est-ce qui fait que l'or, c'est un risk-off? Bah, l'or, c'est clairement une matière qui est assez rare, une matière qui, fut un temps, on a baqué de l'argent dessus. Donc voilà, l'or a fait ses preuves. C'est vraiment une valeur refuge, et c'est pour ça qu'on catégorise ça de risk-off. Ok, là où les crypto-monnaies, c'est quand même assez spéculatif, on est sur des assets avec des market cap qui sont pas très élevés. Et pareil, le Bitcoin il est considéré comme un asset à risque puisqu'il a quand même, depuis ces dernières années, beaucoup suivi les valeurs technologiques. Donc dans le temps, ça se trouve, le Bitcoin c'est un risk-off, sera un risk-off, il arrivera donc à se faire une place comme l'or. Et à ce moment-là, donc sa volatilité chutera. Ce qui fait que les risk-on sont intéressants, c'est aussi leur volatilité. Si vous regardez l'or, il est beaucoup moins volatile qu'une action comme Apple ou un indice comme le S&P 500 depuis beaucoup d'années maintenant. Ok, donc, donc le Bitcoin, par exemple, un gestionnaire de fonds, quand il investit dans les crypto-monnaies, il va catégoriser ça dans ses assets à risque. Si les assets à risque sont faibles, bon, bah, il va réduire son exposition en Bitcoin, il va peut-être la rehausser en risk-off, là où il va investir dans le gold, etc. etc. Donc c'est pour ça, il faut vraiment comprendre cette notion. Et donc quand un gestionnaire de fonds ou des banques, etc., réduisent leur exposition sur des assets à risque, bon, bah, les crypto-monnaies, ils passent. Tout comme quand ils estiment que, ok, on est dans un environnement où les assets à risque performent bien, bon, bah, les crypto-monnaies sont intéressantes aussi à ce moment-là. Ok, donc c'était pour revenir là-dessus. Et c'est donc pour ça ici qu'on a une charte risk on à droite, risk off à gauche, tout ce qui est bonds, gold, yen, etc. etc. Et à droite, on a Bitcoin, pétrole, S&P 500, etc. etc. Ok, et donc, toujours à surveiller ce marché américain qui pour l'instant est assez faible. Ce qu'on aimerait voir tout simplement, c'est un rebond. Donc la cassure de trendline. Voilà, je l'ai mal tracé, hein, je l'ai vraiment tracé à main levée, mais vous avez compris, on essaye de péter la trendline et de s'installer pardon, de l'autre côté, ce qui pourrait permettre pardon, d'aller chercher un nouvel ATH. Et si c'est le cas, ça voudrait dire que le risque est écarté, on fait un nouvel ATH, et donc à ce moment-là, très très bon signe pour les crypto-monnaies. Donc c'est vraiment ce qu'il faudrait ici, donc c'est pour ça il y a toujours cette menace. Par contre, si d'un coup, pour X ou Y raison, pour moi c'est le seul risque hein, sur les cryptos, parce que les bottoms, techniquement les bottoms sont présents sur beaucoup d'alts, sur Bitcoin, etc. Donc ce qui nous amène à penser qu'on est dans une belle phase de retracement, que ça devrait durer quelques semaines au minimum. Le seul risque, c'est que le marché US dévisse, parce que si le marché US dévisse, bon bah ça va un petit peu tuer les plans pour les crypto-monnaies. Donc voilà, c'est un peu le seul risque qui plane au-dessus de notre tête pour le moment. Et donc, Ethereum qui lui est déjà venu chercher son premier arrêt, donc c'est tout naturellement pour cela qu'on consolide autour de celui-ci. Vous voyez là, ça fait depuis 2 jours qu'on est en train de consolider, on n'arrive pas à péter plus haut. Si on le casse, bon bah à ce moment-là, ça ouvre grandement les portes à venir chercher les 3007. Donc d'abord le retracement de moitié, 3500, mais bon, généralement l'objectif c'est on casse les 0,382, on vient au minimum vers 0,618 et donc dans la zone de rechargement de short. Et donc voilà, si on casse cette zone, pour moi ça ouvre clairement les portes à une jambe haussière supplémentaire dans les 3007, 3008 pour Ethereum, et donc peut-être même revenir chercher
les 4000 $ sur Ethereum, le gros chiffre rond des 4000. Pas grand chose à dire de plus sur Ethereum, un momentum reste haussier, allez peut-être en court terme. Alors au niveau du court terme, on regarde, pas de divergence baissière encore pour le moment, ça pourrait se former si on vient s'installer sous ce creux ici, on aura donc de la divergence baissière qui va donc traduire un range et donc une consolidation autour de ce premier arrêt, donc un retracement, après une conso, un range très très probablement, avec soit poursuite haussière ou continuation baissière. Ça dépendra du Bitcoin aussi, très très probablement. Et donc du coup, pour finir, EGLD qui redevient assez intéressant. Alors encore une fois, j'insiste, on achète où? Ça c'est un conseil, enfin une recommandation que je vous fais très souvent. Donc là je vais clean la chart, comme ceci. On achète toujours dans les zones de rechargement. On ne court jamais un asset qui monte de façon verticale. Donc là j'avais un petit peu sonné, j'avais un petit peu, voilà, comment dirais-je, comment utiliser le terme? Ici là, quand le GLD il était dans les 400-500 $, voilà, j'alertais énormément. On n'achète pas un truc qui monte verticalement. Le professionnel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tracer sa zone de rechargement, donc c'est-à-dire il va prendre le bottom, le top, il va regarder où est-ce qu'on a 0,618 et 0,786. Donc là, c'est où? Bah, c'est ici, je vais vous donner les prix. Hop, zone de rechargement. Donc entre 210 $ et 117 $. Comme je vous disais, je ne sais pas, quand on était ici, je ne savais pas si on allait retourner en zone de rechargement. Mais si on y revenait, c'était une excellente opportunité pour acheter du EGLD. On est parfaitement dedans actuellement. Donc là, pour tous ceux qui veulent investir dans le EGLD à long terme, dans cette zone de rechargement, c'est sympa de le faire. C'est beaucoup plus intéressant, surtout qu'on a des discounts de 60 à 70% en termes de prix. Ici, hop, 76%, enfin ça correspond au fib de retracement, vu qu'il est quasiment positionné à 0, c'est le but de Fibonacci, enfin des retracements. Donc quasiment 80% de retracement. C'est une bonne décote, c'est une bonne remise. Demain, si j'achète une voiture le 8 février et que un mois plus tard je la vois à 40% moins cher, bon bah c'est sûr que ça va beaucoup plus m'intéresser. Bon bah là c'est la même chose. C'est beaucoup plus intéressant, surtout que là c'est pas moins 40, c'est quasiment du moins 80, donc c'est encore plus intéressant. Et également, un prix, comme je le dis souvent aux élèves, c'est pas suffisant, une localisation. Ce qu'on veut derrière, c'est vraiment une structure qui montre que la dynamique se change. C'est-à-dire que quand vous commencez à voir des M, en gros quand la charte a commencé à faire, désolé, je voulais pas utiliser cet outil, quand la charte a commencé à faire tac 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 tac, ça c'est moche, c'est ce qu'on a eu ici. Ici, vous voyez, tac, 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 ça c'est moche. Et qu'on continue de le faire, c'est moche. Par contre, quelle est la structure inverse qu'on préfère? C'est le W, qui lui indique du coup un début de dynamique haussière. Et donc, quand est-ce qu'on a eu ce W? En même temps que sur le Bitcoin, bien évidemment, ou peut-être un petit peu avant, mais là, ici, on en a un premier petit ici. Lui, il est compliqué à voir, hein, vraiment, pour les débutants, vous allez avoir du mal à aller voir ces W. Diminuer l'unité de temps, vous les verrez mieux. Donc ici, voilà, c'est celui que je vous ai montré en 4 heures, on le voit mieux. Donc W ici. Puis continuation, poursuite de W. Donc ça, c'est dynamique haussière. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est en train de quitter une dynamique baissière pour réinstaurer une dynamique haussière. Le biais institutionnel est bullish ici en H4 et il fait des W, donc c'est hyper positif. Je viens en daily, rappelez-vous, un indicateur très simple qui peut vous permettre de sortir à de bons moments et d'entrer à de bons moments. Ici, par exemple, le biais est devenu bearish. Donc là, ça sentait un petit peu la fin. Bon, là, il a prévenu un petit peu tard parce qu'il y a eu beaucoup de volatilité. Mais quand même, bon voilà, on s'est retrouvé derrière. On est passé de 280 environ à 125 $. Bon, ça peut prévenir quand même de chute. En tout cas, ça vous montre qu'on change de momentum. On n'est plus dans un momentum haussier, mais dans un momentum baissier. Là, le biais est redevenu bullish. Là, hier ou aujourd'hui. Hier, c'était confirmé. Donc ça, c'est très bien. Et en plus de ça, on a la structure dans la zone de rechargement. Donc ici, c'est-à-dire que depuis qu'on a cassé les 161 $, techniquement, EGLD est dans une dynamique haussière. Et ça, tant qu'il maintient le bottom, donc ici des 111 $, donc ça c'est extrêmement important, on va le noter. Tant que le bottom des 111 $ est maintenu, on est dans une dynamique haussière. Hop, dynamique haussière. Au-dessus de ce prix. Et également, tant qu'on ne voit pas donc, quel est l'inverse d'un W, un M, si on voit un nouveau M, bon bah là ce sera de nouveau dynamique baissière et donc continuation baissière. Donc là pour l'instant dynamique haussière, c'est-à-dire qu'un achat, admettons, si je voulais entrer ici, je le ferais sur les 161 $. Là c'est clairement plutôt sympathique, ok. Pour rentrer ici sur du EGLD, c'est un peu la zone de prix qui est intéressante. Maintenant également, le mec qui veut acheter ici, il achète en zone de rechargement, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, on va voir les objectifs, parce que là, on est dans une phase de retracement. On ne peut pas donc annoncer, oui, EGLD va faire un nouvel ATH, je sais qu'il va faire un nouvel ATH. Non,
Là, on va devoir retracer tout ce mouvement baissier qu'on a fait ici. Et donc, premier objectif, premier arrêt, 0,382, 277 $. Ok. Ensuite, ici, nous avons retracement de moitié, 324 $. Ok. Et on a zone de rechargement de short ici. Donc là, je l'ai fait à main levée, hein, mais à vue d'œil, mais bon, je vais bien l'indiquer quand même. J'avoue, j'ai un petit peu abusé là. Mais bon, j'ai l'habitude, normalement, de bien voir les retracements de moitié. Je pense que je me suis pas trompé à quelques micro-dollars près, donc c'est pas très très grave. Ici, 326, voilà, donc à 2-3 $ près, on était bon. Donc retracement de moitié. D'ailleurs, on peut ajouter petite règle, retracement de moitié en moitié moins de temps. Donc la règle qui nous dit qu'un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Ce qui veut dire que EGLD a une fenêtre pour se retrouver aux environs des 330 $ d'ici fin février, 22 février. Je pense que c'est un peu tôt, mais bon, sait-on jamais, hein, si la règle peut être respectée, pourquoi pas. Donc je récapitule, premier arrêt 276 $, retracement de moitié 327, et zone de rechargement de short entre 370 et 456 $. Si vous êtes bloqué, que vous avez acheté du EGLD au top, cette zone de rechargement est une bonne opportunité pour réduire son risque. C'est-à-dire, je reconnais que j'ai acheté un asset pas à un très bon prix, je l'ai acheté quand il était vertical, j'accepte mon erreur et au lieu de faire comme le taureau et d'être borné, d'avoir les cornes, bon, je vais revenir un petit peu sur mon ego, me dire bon, je me suis peut-être trompé et ça serait pas trop con de sortir ou en tout cas de réduire mon exposition. C'est-à-dire que voilà, si j'ai acheté pour 5 000 € de GLD et je me rends compte que je les ai achetés à un mauvais prix, bon bah allez, j'en vends 3 000 € dans cette zone, je réduis mon risque. Si jamais ça fait un nouvel ATH, tant mieux. Si ça réduit les 3 000 balles que j'ai récupérées ici, je vais pouvoir les réinvestir comme un professionnel plus bas. Et donc baisser mon prix moyen d'achat de GLD. Ok. Idéalement, personnellement, je vendrais tout parce qu'un trade exécuté sans plan, ça n'a pas le mérite d'être tenu, à mon humble avis. Mais bon, voilà, après, je comprends les débutants. Si jamais ça fait un nouvel ATH, bon, bah, au moins, vous en avez, vous pourrez quand même les revendre plus cher. Mais voilà, vu comment GLD, ça a été hyper hypé ici, je pense que des gros ont distribué là-dedans. Si on y revient, il y a de grandes chances qu'ils puissent redistribuer. Le nouvel ATH, c'est totalement possible, hein, mais déjà, si on revient là-bas, c'est déjà très très bien. Et donc, ça a le mérite quand même d'être revendu, d'accepter qu'on a eu tort pour acheter un meilleur prix. Je pense que c'est la meilleure solution. Mais bon, chacun son plan. Je vous dis juste ce que je ferai. Et donc, ici, si j'achetais du EGLD, vu on a vu ensemble que si on perd les 111 $, la dynamique haussière est finie et donc on pourrait retracer plus bas, bah simplement on met un stop sous les 111 $. Ok. Et pour une prise de profit, après c'est comme vous le voulez. On peut targeter par exemple du 2 pour 1, donc j'entre ici, je mets un stop sous le plus bas, je suis prêt à gagner 2 fois plus que ce que je risque. Hop, ça donnerait ça en gros. Entrée à 161 $, stop loss sous les 111, donc à 110 admettons, et risk reward, ici donc le take profit, environ à 255 $. Maintenant ce que je peux faire, c'est mettre mon take profit sur le premier arrêt, 2,40K de risk reward, ou faire une stratégie SHAD, vendre la moitié au double, et à ce moment-là, donc je vends la moitié de mon investissement, je récupère mon investissement à 318 $ et je laisse courir le reste. Si EGLD, admettons, coûte 1000 $ dans 2 ans, bah, je pourrais revendre des EGLD à 1000 $. S'il s'est effondré, c'est pas grave, puisque j'ai récupéré mon investissement et j'ai des EGLD gratuits, c'est comme ça qu'il faut penser. J'ai investi, par exemple, j'ai risqué 1000 €, j'ai récupéré mes 1000 €, je les ai remis dans ma poche. Ok, donc bien évidemment, on reste en USDT, au niveau de l'imposition, ça peut être, c'est plus avantageux pour vous. Pour ceux qui ne savent pas, hein, tant que vous êtes en stablecoin, vous n'êtes pas imposé dans une grande majorité des pays européens. Donc idéalement, on reste en stablecoin. Comme ça, on a récupéré l'investissement, on a des stablecoins, donc on est tranquille. Et derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on a toujours ces EGLD. Donc si EGLD s'effondre, bon bah j'ai des EGLD qui valent rien et c'est pas grave puisque j'ai récupéré l'investissement. Si EGLD continue de prendre en valeur, bon bah c'est des EGLD que je pourrais revendre par la suite contre des stablecoins tout simplement pour prendre des bénéfices. Ok. Donc voilà, c'est un petit peu les stratégies que je voulais vous montrer sur EGLD. On va regarder aussi le momentum. Les gros W se sont formés, des grosses divergences haussières, ça c'est super positif. Ça annonce donc un momentum haussier. Pour l'instant, ça reste un momentum haussier. William qui est sorti de l'état de stupidité ici, c'est très bien également. Et aussi, ici je vous montre normalement c'est bien les spreads de GLD, si je me trompe pas. C'est bien ça, donc les spreads indiquent un petit peu le sentiment du marché, ou en tout cas est-ce que les gens sont en train de FOMO sur les contrats dérivés. Quand on a des spreads très positifs, c'est le moment de se barrer. Ok, exemple, spread très positif ici c'était un top, spread positif ici c'était un top. Spread négatif, bon bah c'est à ce moment-là qu'on achète puisqu'on a les bottoms. Donc on combine les spreads avec les structures, ça marche très très bien. Et également ici, spread positif c'était le top. Bon bah là, tant qu'on n'a pas des spreads très positifs, en gros voilà, dites-vous que tant qu'on ne revient pas chercher des spreads positifs vers ces valeurs, techniquement,
on sera quand même assez loin d'un top. Voilà, petite astuce. Hop, comme ça. Donc il y a encore de la marge. Au niveau de spreads, on peut se dire qu'il y a encore de la marge pour retracer. Par contre, si on revient en zone de rechargement de short, que les spreads sont très haussiers, ça indiquera que les gens sont très bullish, qu'ils refoutent du levier sur les contrats d'arrivée. Et là, ça sera probablement un signe de top, donc un moment de se barrer. Voilà, donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je mets le lien en description en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école via le Patreon, ça peut être encore possible si vous estimez qu'on est encore dans le début du mois. Sinon, privilégiez les paiements en crypto-monnaie. Donc à ce moment-là, c'est les paiements Ethereum, BNB et USDT. Privilégiez les réseaux TRC20 ou le réseau BSC qui propose des meilleurs frais. Le réseau ERC20, il n'est pas très très ouf. Donc tout expliqué si jamais dans le Discord, dans la section publique. Vous pouvez nous rejoindre, le lien du Discord est public, il est en description et en commentaire. Il y a aussi des ressources gratuites sur le Discord qui sont vraiment intéressantes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça coûte rien du tout. Le Discord, et vous pouvez nous rejoindre, il n'y a aucun problème, ça vous apportera des connaissances. Vous pouvez aussi échanger avec les autres membres de la communauté, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On se retrouve du coup demain matin pour un prochain brief. Bonne journée à vous, on se retrouve demain pour une prochaine update. Ciao ciao.